Mais avant toute chose, une réflexion, me semble-t-il, s'impose, qui m'est venue en fait par une question qu'on m'a posée par une revue dont le nom m'échappe. Voilà, la revue Espace-Temps, une revue du géographe, qui m'invite un jour à l'ENS en me disant: est-ce que vous pourriez nous parler de la nature comme impensée des sciences humaines et sociales? Et en y allant, je me suis dit, oui, pourquoi pas? Comment je vais faire pour réduire mon discours? Parce que je suis droit de l'environnement depuis bientôt 30 ans, donc la nature, j'y suis à peu près familiarisé, donc je vois à peu près ce que je pourrais raconter. Puis chemin faisant, je me suis quand même dit, lis quand même un peu ta Bible, c'est-à-dire le Code de l'environnement, pour voir si la nature est présente. Et en fait, comme je vais essayer de vous le montrer, la nature est totalement absente du Code de l'environnement, assez surprenamment. Si, quand on fait une recherche en hypertexte, on l'obtient une dizaine de fois sur plusieurs centaines d'articles, c'est pas beaucoup. Et encore dizaines de fois quand on a supprimé espace nature, L et compagnie, il reste plus grand-chose. Il y a le mot nature qui apparaît en tant que tel, et comme on le verra, même la loi du 10 juillet 76 sur la protection de la nature ne comporte pas le mot nature, en tout cas ne l'exprime pas en tant que tel. D'où l'idée effectivement qui était bienvenue que la nature était un impensé. Alors on m'avait proposé des sciences humaines et sociales. J'avais 15 minutes, là j'ai 1 heure et je réduis encore le sujet au droit de l'environnement, donc à un sujet qui m'est un peu plus familier. Et en fait, ce qui m'a conduit à proposer ce sujet, c'est la thématique que j'avais retenue l'année dernière, qui était non plus les controverses, mais les ruptures à l'heure de l'Anthropocène, et de montrer comment l'homme s'était petit à petit détaché de son environnement, l'avait remanié complètement. Et une solution avait été proposée pour réinvestir l'environnement, qui était la personnification de la nature. J'avais eu des propos assez sévères sur ce point, puisque je n'y adhère pas du tout, en tout cas comme juriste occidental, même si je peux comprendre ces éléments-là. Et de fil en aiguille, je me suis dit, oui, finalement, l'idée de nature, telle qu'on me l'avait proposée initialement, je trouvais ça extrêmement intéressant. Et pourquoi je le retiens? Tout simplement parce qu'on se rend compte que dans le champ lexical du droit, la nature n'existe pas. Elle n'existe pas, en tout cas, elle apparaît, mais vous n'avez pas de définition. On verra que selon ce que disait mon vieux maître, mon directeur de thèse, faute de définition, on fait des listes. Et on va voir que même si on fait des listes, les listes sont au départ très incomplètes, à la fin un peu trop complètes, mais malheureusement, il n'y a plus assez de relations entre les mots, et ce qui fait qu'on n'arrive toujours pas à savoir ce que c'est que la nature en tant que telle. Ce qui est gênant, pour un juriste, notamment lorsqu'il a un objet auquel la norme qu'il détermine doit s'appliquer, donc la nature, et d'autant que le droit est quand même relativement restrictif de liberté, donc on devrait avoir une approche très, très précise, de façon à savoir quel est le champ que l'on peut encore avoir. Et finalement, on peut se demander si le droit ne traduit pas ou ne trahit pas, en quelque sorte, une construction sociale de la nature et va répondre à certaines exigences de protection. Si la nature est pensée, si la nature est construite telle qu'on voudrait qu'elle soit, la question est, est-ce que le droit peut appréhender la nature telle qu'elle est effectivement? Et un des éléments que je retiendrai, puisque je traiterai, donc ça sera la seconde leçon, sur les rapports contrariés de l'homme à l'animal. Au départ, on a une approche très proche, très affective à la nature. Je ne prends pas la nature au sens du romantisme, mais j'y reviendrai. C'est l'idée de la sensibilité animale, l'élément qui se fait que l'animal se rapproche sans doute peut-être le plus de l'homme et que l'on va protéger l'animal en tant qu'être sensible. Mais on verra que ce n'est pas n'importe quel animal. C'est celui qui est dans le plus proche rapport de proximité, donc l'animal domestique, puisque l'animal sauvage n'existe pas en tant que tel, même si on interdit les actes de capture avec des éléments qui peuvent induire une certaine cruauté. Mais cette sensibilité n'est pas prise en compte. Ce qui est intéressant, c'est de montrer qu'on se détache d'une approche très mécanique, très mécaniste de la nature pour aboutir à une approche d'éléments naturels qui serait capable d'avoir des sensations, donc de se détacher de ce caractère un peu robot dans lequel Descartes les avait enfermés dans un cadre de supposée lumière, on va dire ça comme ça. Et finalement, là où les théories mécanistes n'avaient fait que de l'animal qu'une simple chose, on va se rendre compte qu'on en fait autre chose qu'une simple chose qui n'est pas très facile à appréhender en droit en tant que tel.
Mais lorsqu'il s'agit d'appréhender la nature en tant que telle, on a besoin de l'identifier. On a besoin d'identifier l'objet, on a besoin de savoir ce que c'est. Et lorsqu'on s'attache à l'animal, donc qu'on va distinguer d'un ensemble d'autres choses, montrer que c'est une chose autre qu'une chose, en droit, si vous voulez, le schéma est assez simple. Il y a la personne et la chose. Et tout ce qui n'est pas une personne est une chose, donc l'animal est la même chose qu'un tabouret, qu'un sèche-cheveux, c'est juridiquement exactement pareil. Mais on va se rendre compte qu'avec un certain nombre de statuts, que le droit de l'environnement, plus largement que le droit de la protection de la nature, mais que le droit de l'environnement donne à ce statut, eh bien, on va pouvoir aboutir à des catégorisations. Le droit, si vous rencontrez un juriste, le juriste, c'est quelqu'un qui aime bien les petites boîtes. On met les choses dans des petites boîtes, c'est rassurant, puis on sait que sur les petites boîtes, il y a des étiquettes. Et ce qu'on veut faire en sorte, c'est que dans l'étiquette de la boîte, on trouve bien l'élément que l'on cherchait. Et c'est pour ça que j'ai fait un distinguo dans mon approche. On le verra, c'est de voir comment on s'éloigne petit à petit d'une approche qui est très affective à l'animal pour une approche qui est complètement de rejet, en ce sens que l'on va passer dans une espèce de spectre qui va voir l'animal être sensible, pouvoir ensuite l'animal être protégé, mais qui n'est pas la même chose que l'animal être sensible. Il peut y avoir des êtres sensibles protégés de ceux qui ne le sont pas. Et puis, il y a l'éloignement qui commence à se faire avec l'approche de l'animal que l'on va rejeter, c'est-à-dire notamment les espèces dites envahissantes ou invasives, si on prend l'expression anglo-saxonne, les invasive species, donc les espèces envahissantes qu'on va rejeter, jusqu'à aller encore plus loin, puisqu'on va même qualifier certains animaux de nuisibles. Enfin, pardon, désormais on parle d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Vous notez l'évolution de la terminologie, et je vous l'expliquerai dans la dernière leçon pour vous montrer comment on est passé d'une approche qui reste quand même très 19e siècle à une approche un peu plus moderne. Et puis, on abordera aussi un élément qui est très controversé, c'est où l'homme veut se faire restaurateur de la nature. Et c'est un des points que j'aborderai initialement. C'est notamment la question de ce qu'on appelle les grands prédateurs et le retour des grands prédateurs. J'essaie de vous expliquer comment juridiquement, et pas socialement, mais comment juridiquement on réintroduit l'ours, le loup, le lynx, notamment, et puis tous les rapaces, entre autres, et de voir comment le droit approche cette question. Comment le droit approche cette question. Voilà. C'est un choix totalement discrétionnaire. Je ne vous dis pas ce que j'avais préparé pour l'acte 2, puisque l'acte 2 n'aura peut-être pas lieu. Donc ça sera une pièce qui se terminera en 5 actes seulement. Donc j'essaierai de la terminer. Malheureusement, dans la partie la moins intéressante, enfin pas la moins intéressante, mais la moins dynamique, puisque c'est celle qui rejette totalement l'animal. Autrement dit, l'homme se retrouve tel qu'il était initialement dans une espèce de relation d'animalité avec une autre chose et va le rejeter comme étant un concurrent, puisqu'il est susceptible d'occasionner des dégâts. Il est nuisible, il crée des nuisances. On appelle ça les annoyances, les ennuis dans l'anglais médiéval. Et donc, c'est l'homme qui se retrouve face à autre chose et qui doit combattre. J'avais hésité d'ailleurs initialement à faire 6 leçons sur les combats de l'homme contre la nature pour montrer qu'il cherche encore sa place, qu'il n'a pas toujours trouvée et qu'il est toujours en train de se battre et que le droit, finalement, c'est une arme pour cela. C'est une arme pour cela. Mais je prends un aspect beaucoup plus positif ce soir, interrogatif également, c'est de savoir, pour introduire globalement la chose, ce que c'est que la nature. Comment est-ce que le droit, en tout cas le droit de l'environnement, envisage la nature, ce qui devrait être son objet, pardonnez-moi la redondance, naturelle, mais on va voir que ce n'est pas aussi évident que cela. On va voir que ce n'est pas aussi évident que cela. La nature, si on le prend dans son sens usuel, dans sa connotation d'extériorité, elle semble empiriquement absente du droit. Les choses de la nature, puisqu'on n'a pas la nature en tant que telle, mais plutôt des composantes, et voire même des interrelations entre les composantes que le droit va appréhender, notamment les services écosystémiques, par exemple, eh bien, les choses de la nature ne s'offrent au regard que déjà prises dans un étroit filet de relations, la connaissance, la modification, la protection, l'épuisement des ressources, etc. Donc on est toujours dans une relation d'altérité. Et on ne prendra pas la nature ici dans le sens qu'on disait l'ordre harmonieux des choses.
Vous aviez, quand l'UICN, l'Union internationale de la conservation de la nature, avait été créée, ils avaient produit un ouvrage qui s'appelait « L'harmonie de la nature ». C'était un peu l'approche de Paul et Virginie avec le melon qui avait été parfaitement constitué. On y avait déjà presque pré-tranché, vous voyez, donc la nature qui s'offrait finalement à l'homme, donc il était déjà dans une relation d'accaparement, hein, vous notez, de ce point de vue-là. Et finalement, lorsqu'on aborde ce sujet de la nature, eh bien, on a un paradoxe, en tout cas pour un juriste en droit de l'environnement. Je l'ai découvert il y a 6 mois seulement. Hein. J'ai passé 30 ans d'ignorance, je dois l'avouer. C'est que je cherche la nature dans mon code, dans le code qui est celui qui est censé régir l'activité que j'ai d'enseignement et de recherche dans ce domaine un peu particulier, qui est l'environnement. Mais puisqu'il s'agit de relever ce défi, de penser ou d'impenser la nature dans le droit de l'environnement, je vais essayer, dans les 45 minutes qui me restent, de me livrer à ce défi, de me livrer à cet exercice et surtout de vous montrer les limites qu'il peut rencontrer. En y réfléchissant bien, effectivement, comme je vous le disais, la question qui m'avait été posée par cette revue Espace-Temps, est-ce que la nature n'est pas un impensé des sciences humaines et sociales, et pour ma part, du droit de l'environnement? Eh bien, la question n'est pas aussi saugrenue que cela, puisque en faisant une recherche, alors Dieu merci maintenant les dispositifs informatiques, donc on peut faire des recherches avec des mots-clés, ça va plus vite que de lire les centaines d'articles du code. On cherche déjà le mot nature, et alors, si on cherche le mot, on cherche encore plus sa définition. Que va-t-on constater, effectivement, c'est que la nature n'existe pas. La nature n'existe pas en ce sens que non seulement elle n'est pas mentionnée en tant que telle, ou elle ne l'est que presque par accident, et lorsque le terme est mentionné, il ne figure pas. Alors qu'est-ce que c'est que la nature, finalement? Qu'est-ce que c'est que la nature? Et on se pose la question, pourquoi? Parce que l'homme réinvestit la nature ou essaie de recréer ce qu'on appelle des espaces de nature. Mais c'est une nature qui est pensée humainement. Si on veut prendre une approche très simple de la chose, la nature caractériserait, vous notez le conditionnel, un état spontané qui s'oppose à ce qui est cultivé, ce qui est domestiqué, et plus généralement ce qui est lié à l'artificialité. Lorsque vous avez la déclaration de Stockholm de 1972 sur l'homme et l'environnement, on distingue bien l'environnement naturel de l'environnement que l'homme a lui-même créé. Donc on peut marquer une distinction entre l'artifice et ce qui n'est pas artificiel en tant que tel. Mais on peut avoir un gradient qui est quand même assez large, finalement, un gradient assez large de ce qui serait une naturalité artificialisée avec une naturalité qu'on pourrait qualifier de réelle. J'entends réel non pas au sens juridique de choses, mais réel de réalité. On pourrait avoir une plantation d'espèces allochtones, donc non indigènes, avec l'élément le plus naturel, une forêt primaire, comme il en existe encore quelques-unes, avec des espèces autochtones. Et donc vous avez un spectre très large pour déterminer. Mais une fois que l'arbre il pousse, on va dire, naturellement, même s'il a fait l'objet d'une plantation, et donc on est un petit peu perdu. Donc qu'est-ce que c'est que la nature dans ce cadre-là? Certains chercheurs, certains penseurs ont essayé de faire des propositions en ce sens pour distinguer certains types de nature, certains types de naturalité. La nature originelle, et selon eux, elle a disparu dès le néolithique, à partir du moment où l'homme a commencé à s'implanter, à se sédentariser et à cultiver la nature n'existe plus. Elle a perdu sa naturalité, donc elle n'existe plus en tant que nature, en tant que telle. Et puis il distingue aussi la nature potentielle. La nature potentielle, c'est celle qui aurait perduré si les chasseurs-cueilleurs s'étaient contentés de leur rôle de chasseurs-cueilleurs et donc faisaient simplement du prélèvement. Et le seul artifice était d'arracher des éléments à la nature qui continuaient ainsi à perdurer. Et puis, distingue un autre élément qui serait la nature future. La nature future, c'est-à-dire celle qui apparaîtrait si l'action de l'homme cessait. Donc, quelle serait cette renaturation? D'ailleurs, je reverrai le terme tout à l'heure, puisqu'il est utilisé très souvent en droit dans ce qu'on appelle « on va privilégier la renaturalisation ou la végétalisation spontanée », donc laisser à la nature le temps de faire son œuvre, l'action de l'homme étant de limiter ses actions pour laisser la nature agir en tant que telle. Pour ça qu'il faut distinguer la nature
ou la naturalité d'un autre concept, le vous avez peut-être entendu parler du réensauvagement, le rewilding, cher aux Américains, qui consiste en fait à restituer à certains territoires une fonctionnalité d'écosystème le plus complet possible, alors qui nécessite de vastes territoires, puisqu'il faut que les interrelations, les relations écosystémiques puissent se faire. On doit réintroduire des espèces structurantes comme les grands herbivores, simplement pour éviter que la nature se referme, parce que si elle se referme, on va retrouver de la forêt, et donc on va reperdre la nature telle qu'on voulait. Donc on est déjà en train de repenser une nature sauvage, donc elle est plus tout à fait sauvage dans l'esprit. En tant que tel, je vous suggère de lire Virginie Maris sur ce point, chez Actes Sud, très, très, très intéressant sur l'approche de ce que peut être la nature pensée et la nature réelle. Et on se rend compte que la nature réelle n'existe plus comme telle. Et puis pourquoi est-ce qu'il y a ce rewilding qui doit être aidé en quelque sorte? Mais simplement, c'est qu'une chaîne trophique, donc si vous voulez, la chaîne alimentaire doit être la plus longue, la plus variée possible pour éviter qu'une brève interruption de celle-ci conduirait à la disparition totale de la nature. Il ne faudrait pas qu'on se situe comme dans un milieu cavernicole, si vous voulez, où vous avez qu'un réseau trophique extrêmement court, et si l'un d'eux disparaît, eh bien l'espèce qui est inféodée à celle-ci parce qu'elle la mange disparaît également, parce qu'elle ne peut plus se retourner sur autre chose pour pouvoir survivre. Et donc, cette approche montre bien que même si on recherche la nature, et on verra que le droit s'y intéresse de nouveau, et c'est quelque chose qui devient très contemporain. On a eu de longs débats pendant 2 années avec mes collègues forestiers, enfin ceux qui font du droit forestier et ceux qui cultivent la forêt, sur la forêt de libre évolution. Donc on va laisser la forêt à sa naturalité et pousser toute seule. Mais on va voir que le droit s'en mêle forcément, nécessairement je dirais, parce qu'il y a des gens qui vont se promener en forêt, qui peuvent avoir des accidents, et que se passe-t-il si celui qui était forestier, qui a laissé la forêt renaître naturellement, cause un accident parce qu'il n'a pas entretenu sa forêt? Ça fait partie des éléments qui montrent que le droit est partout, d'une part, et d'autre part, on est forcément dans une approche très artificielle pour éviter le dommage. Voilà, donc la nature telle que je la retiendrai ici, c'est cet état spontané qui va s'opposer à ce qui est cultivé, ce qui est domestiqué, et donc plus généralement à l'artificialité. Mais qu'est-ce qu'on a dans la nature comme telle? Qu'est-ce qu'on a dans la nature comme telle? Comment le droit appréhende-t-il la nature en tant que telle? En fait, on n'a pas de définition. On n'a pas de définition en tant que telle, et quand on n'a pas de définition, en droit, on va le voir, on fait des listes, plus ou moins complètes au départ, et qui vont petit à petit se complexifier, etc. Tant qu'on n'a pas eu une convention sur la diversité biologique, j'ai failli employer le terme anglo-saxon de biodiversité, tant qu'on n'a pas eu de convention sur la diversité biologique, et tant que ça n'a pas été introduit en droit interne, on ignorait ce qu'était la biodiversité en droit. Tant qu'on n'a pas eu les services écosystémiques avec le Millennium Ecosystem Assessment en 2005, et que ça n'a pas été intégré en droit interne en 2008, on ne savait pas du tout ce qu'était, on ne sait d'ailleurs toujours pas, On a mis le mot, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Le droit est un peu handicapé parfois par rapport à ça. On ne sait pas ce que c'est que le service écosystémique. Mais pourtant, ça fait partie des éléments qui sont liés, ou qui pourraient être liés à la nature en tant que telle. Et, si vous voulez, s'intéresser à cette composante, protéger cette composante qui est la nature, même de façon indirecte, implique de savoir, et c'est la grande difficulté que rencontre un juriste, c'est de savoir comment fonctionne la nature. Je reprendrai l'exemple tout à l'heure d'Edward Alfred Martel descendant dans une cavité souterraine et découvrant qu'en buvant de l'eau qu'il avait vue s'écouler par le haut avec un mouton crevé dedans, et qu'il va boire de l'eau à l'intérieur et qu'il va tomber malade et faire la relation entre la surface et le sous-sol, tant qu'on n'avait pas fait cette relation-là, ça n'existait pas. Tant que Pasteur n'avait pas inventé le microbe, ça n'existait pas. Donc le droit ne pouvait pas intervenir pour créer ce qu'on va appeler les périmètres de protection des captages, donc en observation de la nature, de savoir ce que c'est que le phénomène de gravité et qui transporte aussi les polluants et donc éventuellement tous les microbes et autres éléments à l'intérieur. Donc le droit est assez handicapé finalement et fortement dépendant, très fortement dépendant des scientifiques. Et on verra que ce qui va faire qu'on augmente le terme nature et ses composantes, c'est parce que la science évolue dans ce cadre-là.
Et alors, on doit savoir comment ça fonctionne. Et pourquoi on doit savoir comment ça fonctionne? Parce que le droit de l'environnement, c'est un droit de protection avant et toute chose. Même si certains l'ont pu le qualifier de droit d'exploitation avec le décret 1810 sur les manufactures incommodes, dangereuses, insalubres, c'est d'abord un droit de protection. Et comme c'est un droit de protection, il faut savoir ce qu'on protège. Et ce qu'on protège, c'est est-ce que c'est effectivement ce qui est en danger, et on verra plus tard qu'on va créer le statut d'espèce protégée, ou est-ce que c'est aussi ce qui est autour de l'espèce en danger, parce que si on ne protège pas ces autres éléments-là, il y a un risque que l'espèce en danger elle-même subisse les conséquences de la disparition d'éléments non protégés. D'où le fait que très souvent, on se raccroche à des éléments scientifiques, on appelle par exemple les espèces parapluies. Le pic-prune, Osmoderma eremita, c'est un tout petit insecte saproxylophage donc qui mange les bois morts. C'est celui qui avait arrêté une fameuse autoroute du côté de l'Anjou en interdisant par son seul statut. Vous imaginez, c'est un petit machin comme ça, il arrête les engins de chantier, simplement parce qu'il avait un statut d'espèce protégée qu'on n'avait pas pris en compte. Et en fait, on se rend compte qu'en protégeant cette espèce-là, on protège tout ce qui est autour. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les îlots de sénescence dans une forêt, donc vous avez le bois mort qui est au sol, qui se décompose et qui va être attaqué par la fonge et par les insectes. Si on protège un insecte, on protège son milieu. Si on protège son milieu, on protège tous ceux qui sont inférieurs à ce milieu-là. C'est pour ça qu'on appelle ça une espèce parapluie. Mais tant que les scientifiques ne nous ont pas expliqué, non, on va essayer de protéger tout le monde. Tout. Non, ça ne sert à rien. Donc on va faire une économie de moyens, comme on dit en droit, en protégeant juste un animal, et on va protéger tous ceux qui tournent autour. Et donc forcément, le droit, on va le voir, est extrêmement dépendant de l'approche scientifique de la question. Alors, puisque je dois rechercher la nature, savoir si c'est effectivement un impensé ou c'est quelque chose qui est mal pensé, je dois examiner, donc j'ai feuilleté une fois encore longuement le Code de l'environnement dans ce corpus juridique, mais je ne me suis pas arrêté qu'au Code de l'environnement parce qu'on verra qu'il y a d'autres codes qui traitent de la nature. Mal, mais ils en traitent quand même. Eh bien, je me rends compte finalement qu'il y a deux formes d'impensé. Donc, je vais vous proposer une catégorisation. Comme je vous disais, les juristes aiment bien faire des petites boîtes. Catégorisation, il y a un impensé absolu, selon moi, où la nature est totalement absente. La nature n'existe pas dans certains textes. Et puis, de l'autre côté, il y a un impensé relatif, où elle existe, mais n'existe que par intermédiation. Elle est là, mais quelque part, sans qu'elle soit dénommée, sans qu'elle soit nommée comme telle. Alors, commençons par la nature comme étant un impensé absolu. Comme étant un impensé absolu, autrement dit, inexistante. Prenez le bon vieux code civil de la Constitution civile de la Nation 1804, vous recherchez la nature dans ce code, vous ne la trouvez pas. Pourquoi? Parce que le code civil l'ignore, il ne l'évoque jamais. Il n'évoque certainement pas l'environnement, puisque ça n'existait pas à l'époque en tant que tel. Et finalement, de l'environnement, si, il en connaît, c'est le voisinage. La relation de voisinage, c'est une relation d'environnement, c'est la seule qu'il traite. Mais le code civil règle les rapports de l'homme aux choses dans deux perspectives essentiellement, une perspective de propriété et une perspective de responsabilité, et c'est tout. Et donc la nature, dans ce cadre-là, ne va être perçue qu'à travers ses composantes, qu'elles soient appropriées, qu'elles soient appropriables, ou qu'elles ne soient pas appropriables en tant que telles. Par exemple, un élément naturel comme l'animal domestique est approprié, donc il a un statut visé par le Code civil, parce qu'il est rattaché à la demeure, domus, domestique, ou plus largement, il est rattaché au fond, donc à l'ensemble de la propriété. On nous parlait du poisson des... Quand j'étais étudiant, en première année, on me racontait qu'il y avait le poisson des étangs, les pigeons de colombier, les lapins des Garennes et les abeilles. Autrement dit, tout ce qui est veaux, vaches, cochons, couvées, etc., ce sont des éléments de la nature, mais qui ne sont plus tout à fait naturels puisqu'ils sont rattachés à la demeure, donc ils sont domestiqués en tant que tels et vont avoir un statut en tant que tel. Mais c'est un statut totalement artificiel. Prenons l'exemple de la ruche. L'abeille n'est pas appropriée, l'abeille n'existe pas en droit. Ce qui existe, c'est la ruche. Et c'est parce que la ruche est appropriée, que les abeilles sont à l'intérieur, que les abeilles appartiennent au propriétaire de la ruche. Et en plus, l'abeille toute seule n'existe pas puisqu'on prend en compte l'essaim. L'abeille isolée, il n'y a pas d'individualisation. Il n'y a pas de si vous reconnaissez le film
Mille et une pattes notamment. Vous avez la grande interrogation de la fourmi dans sa grande famille nombreuse en se disant « Qui suis-je, seul petit au milieu de tout ça ?» Elle n'est rien, ça n'est qu'un ensemble. Et le code civil, finalement, le prend comme un ensemble, pour une raison, on va le voir, très simple, c'est qu'on ne peut pas dénombrer. Appeler une vache Marguerite, c'est une chose, appeler une abeille de son prénom, et quand on en a plus de 30 000 dans une ruche, c'est un peu compliqué, surtout qu'elle ne répond pas. Donc, si vous voulez, le droit se raccroche à du tangible, se raccroche à du tangible en tant que tel. Et finalement, le Code civil ne connaît la nature que parce que la nature s'impose à lui, parce qu'elle s'impose à ses règles. Et finalement, c'est la nature qui va guider le droit. C'est la nature qui va guider le droit, qui va régler les choses en s'adaptant à la nature contre laquelle il ne peut pas aller. Et pourtant, il ne la connaît pas comme telle, puisqu'elle n'est pas fixée. Prenons quelques exemples. Je reprends l'abeille. Je prends l'abeille, avec les seins qui s'échappent. Le droit romain, repris dans le Code civil en 1804, a créé ce qu'on appelle le régime des épaves. Alors, le régime des épaves, ce n'est pas la petite épave dans laquelle bute Tintin, vous savez, lorsqu'il débarque sur l'île en cherchant le trésor de Rackham le Rouge. L'épave, c'est ce que l'on perd involontairement. Et ce que l'on perd involontairement, c'est-à-dire que comme on en a perdu la propriété de façon involontaire, la propriété, on l'a toujours. Et ce n'est pas celui qui s'en empare qui en devient le vrai propriétaire. Ce qui est très intéressant dans une relation sociale, parce que ça règle la question des essaims qui s'échappent de la ruche et des moutons qui vont, parce que les moutons ne sont pas très domestiqués, ils vont d'un champ à l'autre, et si le propriétaire des moutons qui se passe de son champ dans le champ du voisin les poursuit, il peut les récupérer chez le voisin, sans être accusé de vol, dès lors qu'il n'a pas cessé de suivre ses moutons. Eh bien, la même chose pour les seins, quand les abeilles essaiment, eh bien, le principe, c'est que si le propriétaire de la ruche n'a pas cessé de suivre ses abeilles et qu'il les récupère sur un arbre sur lequel ils se sont fixés, alors ils lui appartiennent toujours. Et ce n'est pas le propriétaire de l'arbre qui peut dire « maintenant c'est chez moi, c'est à moi ». Autrement dit, c'est qu'on a bien suivi les forces de la nature, les choses de la nature, parce qu'on ne pouvait pas juridiquement traiter la question autrement. Donc ça s'impose, c'est comme l'eau. L'eau, la gravité, le phénomène physique de gravité est extrêmement intéressant, un phénomène purement naturel. Mais il n'est pas mentionné comme tel, mais il n'est traité que comme ça. L'eau de source qui s'écoule et qui va traverser le terrain d'un voisin, eh bien, le voisin qui reçoit l'eau doit naturellement, si elle s'écoule naturellement, doit la recevoir. Parce que c'est ce que fait l'eau de toute nature. De la même façon, si vous avez l'eau de pluie qui s'écoule sur un terrain et qui va s'écouler sur le terrain du voisin, qui va ruisseler sur le terrain du voisin, c'est bien par gravité, et on suit les forces de la nature, et le voisin en dessous ne peut pas s'opposer au passage, à condition que celui qui était beaucoup plus en amont n'ait rien fait pour augmenter la quantité d'eau qui va atteindre la propriété voisine. Autrement dit, on va raisonner, j'emploie l'expression, par la force des choses. Par la force des choses en tant que telles. Par force des choses en tant que telles. Et donc, on n'est plus ici sur des phénomènes ou des éléments naturels que sur la nature en tant que telle, puisqu'une fois encore, elle n'existe pas. Elle n'existe pas comme telle. De la même façon, l'animal non domestique, celui qui est libre dans la nature, n'a pas de statut. Pas s'il en a, on appelle ça une res nullius, donc une chose sans maître. Ce n'est pas une chose nulle, c'est une res nullius, donc sans maître. L'intérêt de la chose sans maître, c'est que le premier qui s'en empare en devient le propriétaire, si personne d'autre ne peut revendiquer son droit dessus. Mais c'est un phénomène tout à fait naturel. Vous avez la chèvre sauvage dans la nature que vous capturez, elle vous appartient, parce que personne d'autre peut dire c'est la mienne. Mais il y a d'autres éléments aussi qu'on ne peut pas capturer naturellement. Si vous prenez de l'eau à un moment donné dans votre vie ou dans la demi-heure qui suit, vous allez la restituer. Donc elle ne fait que passer à travers vous comme l'air que vous respirez. Et donc, on va créer un statut tout à fait particulier qu'on appelle les res communis, enfin les res communes ou res communis au singulier, les choses communes. Ce sont les choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Depuis une demi-heure qu'on est ensemble, on respire le même air. On a échangé l'air en tant que tel, parce qu'il ne nous appartient pas. Il ne nous appartient finalement que le temps de l'occupation qu'on en a, et ensuite on doit le restituer comme tel. Et donc, par la force des choses, le droit civil va appliquer des statuts à des éléments naturels, parce que simplement c'est un élément d'observation. C'est un élément d'observation en tant que tel. Le seul, si j'examine bien le Code civil, finalement, la seule concession qui est faite à la nature, c'est lorsque la nature est abîmée, lorsqu'il va s'agir de la réparer. En fait, vous avez, pour faire très simple,
lorsque vous avez une atteinte qui est faite à un élément naturel, cet élément naturel ne peut être réparé au sens du Code civil que s'il appartient à quelqu'un et qui va pouvoir dire « vous avez porté atteinte à un élément de mon environnement dont vous devez le réparer ». Mais vous avez un principe qu'on appelle de non-affectation qui signifie que lorsque le juge va condamner à des dommages et intérêts du fait de l'atteinte portée par exemple à une forêt, de l'atteinte portée à un cours d'eau, par exemple, comme il y a un principe de non-affectation, le bénéficiaire de la réparation, c'est-à-dire le propriétaire, ou l'association, éventuellement préjudice moral, est libre d'affecter la somme qu'elle reçoit ce qu'elle veut. Autrement dit, le propriétaire peut très bien aller s'offrir un voyage quelque part en mémoire de sa forêt qui a brûlé parce que quelqu'un a mis le feu, il a été repéré, condamné, et il a dû indemniser, donc il n'est pas obligé de remettre en l'état. Et comme il n'y a pas de personnification de la nature ne peut pas demander réparation pour elle-même. On a ce qu'on appelle un simple préjudice écologique, qu'on distingue de ce qu'on appelle le préjudice écologique pur, c'est-à-dire celui qui ne concerne que l'environnement sans s'intéresser aux atteintes portées à l'homme en tant que tel. Or, c'est dans ce cadre-là que c'est intéressant. C'est qu'à la suite de diverses positions doctrinales et d'évolution de la jurisprudence, notamment avec l'arrêt de la Cour de cassation concernant les RICA, on va admettre le préjudice écologique pur, c'est-à-dire la réparabilité d'un dommage à la nature, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'atteinte à l'homme comme tel. Eh bien, la loi sur la biodiversité du 8 août 2016 va créer de toutes pièces un régime spécifique de réparation où enfin la nature apparaît dans le Code civil. L'article 1247 du Code civil, c'est sur ce qu'on appelle le préjudice écologique. Et ce que j'appelle moi la nature dissimulée, mais elle est dissimulée parce qu'on va laisser à la nature le soin de reprendre le terrain, regagner du terrain en tant que tel. Et le préjudice écologique, il est défini comme tel, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, c'est que vous sachiez de quoi je parle. C'est le préjudice, c'est une atteinte non négligeable aux éléments et aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Et c'est surtout l'article 1249 qui nous intéresse, qui dit la chose suivante: la réparation du préjudice écologique s'effectue par priorité en nature. Et c'est le seul endroit où on trouve la nature dans le Code civil. Autrement dit, c'est la règle qui est posée, c'est que l'homme ne doit pas intervenir dans la remise en l'état, c'est la nature qui, par régénération, revégétalisation spontanée, retour spontané de la faune, etc., qui s'auto-répare en quelque sorte. Mais ce qui importe, c'est de limiter l'action de l'homme pour éviter que cette action rajoute ou ralentisse la capacité de cicatrisation, on dira, de la nature. Alors ça peut prendre un temps infini, hein. On le verra avec la réparation, non pas du préjudice écologique, mais du dommage environnemental, qui sont deux choses. Alors c'est la même chose physiquement, en droit, ce sont deux choses différentes, puisque l'un, c'est un régime de droit privé, le préjudice écologique, et la responsabilité environnementale, c'est un régime de droit public. C'est un régime de droit public. Et sous l'idée, c'est qu'on fait tout pour favoriser la revégétalisation naturelle. On a la même chose sur le défrichement. Le défrichement, à partir du moment où vous allez, pour pouvoir échapper à une taxe de défrichement, vous allez devoir replanter dans un certain délai en privilégiant la végétalisation naturelle. On trouve la même chose dans le code de l'urbanisme à propos de l'abattage de ce qu'on appelle les bois dans les espaces boisés classés. De la même façon, on laisse la place à la végétalisation spontanée. Donc l'élément naturel est totalement dissimulé ici, mais c'est lui qui va réparer dans ce cadre-là. Et cette partie de réparation du dommage strictement civil qui privilégie l'approche de la nature, on le retrouve dans l'approche strictement administrative. Vous avez eu en 2004 la directive 2004-35 sur la responsabilité environnementale qui, en droit de l'Union, va créer un régime particulier permettant de réparer les atteintes à certains environnements. Quand on dit certains environnements ou à certaines atteintes, c'est l'atteinte au sol, mais à condition que, alors ce n'est pas le sol en tant que tel, c'est le sol à condition que son état de pollution crée un risque grave pour la santé. Donc le sol en tant que tel, on n'en tient pas compte, mais c'est uniquement s'il a des effets pour l'homme. Et puis vous avez tout ce qui concerne les espèces protégées, les espaces protégés, et puis l'eau, et même les services écosystémiques. Et la réparation telle qu'elle est prévue est extrêmement intéressante ici, parce qu'on va avoir 3 niveaux.
Et le premier niveau va privilégier de nouveau la nature. Donc on trouve la nature, enfin, dans ce cadre-là. C'est ce qu'on appelle la réparation primaire. Et la réparation primaire, c'est celle qui désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services retournent à leur état initial ou s'en approchent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée. Et donc c'est le seul moment où on trouve la nature effectivement dans sa fonction de s'auto-réparer en tant que telle. Alors après, si ça n'aboutit pas, vous avez des mesures compensatoires, etc., mais ce n'est pas mon propos ce soir. Mais ce qui importe ici, si vous voulez, c'est que cette réparation peut avoir lieu sur les lieux mêmes, donc on aura un retour à l'état de nature. Alors qu'on s'entende bien, il y a un grand hiatus chez les juristes par rapport aux scientifiques qui ont toujours mal compris les choses, j'entends les juristes. Lorsqu'on dit qu'on doit revenir à un état d'équilibre, les juristes ont toujours pensé que l'état d'équilibre, c'était l'état initial du début, là, celui juste avant qu'il y ait le dommage, et on doit revenir à ce qui se passait avant qu'il y ait... Non, les scientifiques nous disent non, pas du tout. L'équilibre de la nature, c'est un équilibre instable en permanence, et donc vous avez à chaque fois un jeu de feedback, donc de rétrocontrôle, donc il y a une action, il y a une réaction, etc. Et ce n'est jamais le même milieu, ce n'est jamais les mêmes éléments, on ne retrouvera jamais. Donc c'est-à-dire que l'idée, lorsqu'on va faire de la réparation, d'avoir une reconstitution parfaite, on dira, ça n'a aucun sens. C'est pensé comme tel endroit, mais les scientifiques ne veulent certainement pas entendre parler, parce que ça n'a pas de sens en tant que tel. Ça n'a pas de sens en tant que tel. D'où le fait que le droit tient compte de cet élément naturel, pour dire que si on ne peut absolument pas réparer et revenir à l'état de nature sur un site, on va faire de la compensation et on va essayer de revenir à l'état de nature sur un autre site, c'est-à-dire trouver, on va dire, des équivalences. Alors ça ne sera pas la même chose, forcément, parce que c'est déjà pas le même sol, mais on va essayer de retrouver des équivalences ailleurs. Donc, de nouveau, c'est comme le Code civil du départ, on essaie de s'adapter à la réalité de la nature, de s'adapter à la réalité de la nature en tant que telle. Donc la nature, dans un premier temps, en tout cas tel que je l'observe ici, c'est un impensé absolu. Elle n'y est pas, du tout. Mais si on veut aller un peu plus loin de façon plus positive, on se rend compte que c'est aussi un impensé relatif. C'est un impensé relatif. Pourquoi c'est un impensé relatif ? Simplement parce que la nature en tant que telle va être présente, mais pas sous son dénomination de nature, elle va l'être sous une autre forme, par ses composantes, par ses éléments. Je prends la loi qui, a priori, devrait nous dire que la nature en droit, c'est là, puisqu'elle a le mot nature dans son corpus, c'est la loi du 10 juillet 76 sur relative à la protection de la nature. Donc on se dit, c'est chouette, on a enfin un texte, en plus totalement dédié, qui parle de la nature, donc cherchons. Et en fait, on peut chercher, on ne trouvera pas. Il n'y a pas de définition de la nature dans cette loi. Elle a été, depuis en 2000, transposée dans le Code de l'environnement, mais il n'y a pas la nature, il y a une vague description de ce qui est d'un intérêt général, et qui permettrait éventuellement d'approcher la nature par une description de son contenu, par une description du fonctionnement de la nature. Je vous donne l'article 1er de la loi, qui est maintenant le L110-1 du Code de l'environnement, qui nous dit la chose suivante, dans sa détermination d'origine. La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Et il est de devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Donc on sait que la loi sur la protection de la nature comprend comme objet les espaces naturels et paysages, les espèces animales et végétales, les équilibres biologiques et les ressources naturelles et le patrimoine naturel. Voilà, ça c'est ça la nature telle qu'on l'a dans ce texte-là. Et, poursuit le texte dans son article 3, lorsqu'il y a un intérêt scientifique particulier ou qu'il y a des nécessités de protection du, je cite, patrimoine biologique national, eh bien, on va prendre en compte la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées. Donc on sait aussi, puisqu'on établit petit à petit la liste de façon très empirique, on sait aussi qu'au sein de la nature telle qu'elle est protégée par le Code, vous avez les animaux non domestiques et les espèces végétales non cultivées. Et assez curieusement, le texte s'en tient là. Et assez curieusement, c'est la loi qui intervient quelques jours plus tard, la loi du 19 juillet 1976 sur les installations classées pour la protection de l'environnement, qui est la seule qui fait une vraie nuance.
puisque son article premier, qui est maintenant le L511-1 du Code de l'environnement, va viser comme étant une installation classée celles qui sont susceptibles de porter atteinte à un certain nombre d'intérêts, dont, je cite, la protection de la nature et de l'environnement. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que la loi relative à la protection de la nature vise plus l'environnement qu'elle ne vise la nature, alors que la loi relative à la protection de l'environnement, puisque ces installations classées pour la protection de l'environnement, vise plus la nature que ne le fait la loi éponyme. Passons. Mais l'intérêt, c'est quoi? Il ne faut pas penser que le législateur s'est dit il faut qu'on marque une césure parfaite entre les choses pour qu'on ait un contenu. Non, en fait, il a voulu avoir le champ le plus large possible pour dire que les installations classées par protection de l'environnement visent tous les éléments de l'environnement. Et il donne donc une liste en tant que telle. Et finalement, cette liste est incomplète, elle est imparfaite. Mais elle est très intéressante parce qu'elle nous dit au moins que la nature, ce n'est pas la même chose que l'environnement. Et qu'on aurait pu penser que l'environnement était celui tel que l'avait pensé la déclaration de Stockholm en 1972, l'environnement naturel et l'environnement tel que l'homme l'a lui-même créé. Et donc, on sait qu'on a la nature qui apparaît en tant que telle, mais le texte, comme c'est juste un texte de description pour un champ d'application, ne nous dit pas ce que c'est, en renvoyant finalement à la jurisprudence pour savoir s'il y aura ou pas. Alors, je travaille sur le droit des installations classées depuis un certain nombre d'années. Je n'ai encore jamais trouvé une jurisprudence d'un groupement d'intérêts industriels qui dirait « Vous ne pouvez pas classer mon installation dans la nomenclature des installations classées parce qu'elle ne porte pas atteinte à la nature. » On ne s'est jamais préoccupé de savoir ce que c'était que la nature dans ce cadre-là. La seule discussion qu'on a, c'est de savoir si elle est soumise à autorisation, à déclaration ou à enregistrement, histoire de lui donner un régime juridique plus ou moins souple. C'est tout. Mais en tant que tel, on ne discute pas de ce qu'est la nature dans ce cadre-là. Donc on va dire qu'elle est là, mais sans véritablement présenter un intérêt comme tel. Alors, poursuivons. Dernier texte qui va peut-être nous donner des éléments et des éléments supplémentaires, c'est la loi biodiversité du 8 août 2016, qui va compléter fortement, d'ailleurs, l'article L110-1 du Code de l'environnement, qui donne cette fameuse liste que j'avais commencée tout à l'heure. Et finalement, suivant l'évolution des textes, on se rend compte qu'on a une nature qui est recomposée, une nature qui est complétée pour tenir compte d'un certain nombre d'intérêts. L210-1 qui va viser les espaces, les ressources et les milieux naturels, terrestres et marins, les sons et les odeurs. Alors ça peut vous paraître curieux, j'aurais pu faire une heure sur la question, c'est un sujet que j'aime beaucoup. On a mis les sons et les odeurs uniquement pour empêcher des recours de droit civil de voisinage des néo-ruraux venant s'installer à la campagne et qui subiraient l'odeur du fumier et le chant du coq. Et on a voulu protéger le patrimoine rural de la France dans ce cadre-là, et assez bizarrement, les sons et les odeurs font partie du patrimoine commun de la nation. Je ne m'étends pas sur la question, je me permets juste de noter ce petit point. Sont visés également les sites, les paysages diurnes et nocturnes. Alors c'est très intéressant puisque les paysages nocturnes font l'objet de plus en plus de protection parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'en suivant les cycles naturels, il y a des espèces qui vivent le jour et d'autres la nuit, et que si elles vivent la nuit, elles ont besoin de la nuit. Et que si on vit dans le grand éclairage, il n'y a plus de nuit, donc elles ne vivent plus. C'est pour ça qu'on a créé ce qu'on appelle la trame noire, désormais, toujours dans la même loi biodiversité, donc qui va permettre éventuellement à un certain nombre de collectivités de s'investir dans l'extinction des feux à certaines heures pour laisser une absence de rupture. Je vous renvoie, merci pour l'enregistrement l'année dernière, au cours que j'avais fait sur la nuit, vue du droit, dans le cadre du premier élément sur les ruptures à l'ère de l'Anthropocène, où j'expliquais un peu tous ces éléments-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va rajouter d'autres éléments. Les paysages diurnes et nocturnes, donc la qualité de l'air, la qualité de l'eau, vous notez que ce n'est ni l'air ni l'eau, mais leur qualité qui sont en patrimoine commun. C'est assez surprenant parce que lorsqu'on vise les textes sur l'eau, L210-1 ou sur l'air, L220-1, ce qui est visé, c'est l'eau, patrimoine commun de la nation, l'air, patrimoine commun de la nation, et ici, c'est la qualité qui est en tant que telle. Donc, ce n'est pas tout à fait le même objet. Si, c'est intéressant parce que dire que c'est du patrimoine commun de la nation, c'est dire que vous avez un intérêt public à sa protection, et ayant un intérêt public à sa protection, alors l'État ou les personnes publiques, l'autorité de police, peut intervenir pour protéger la qualité de l'air, et non pas l'air en tant que tel. Ça n'est juste qu'à donner, ça sert simplement à donner une idée de politique générale et un fondement juridique à une intervention de la personne publique.
Sont visés également les êtres vivants, fait partie de la nature, c'est bien, les êtres vivants, la biodiversité, et voilà. Et il est dit après, et après de nombreuses controverses sur la façon dont on devait le mettre dans ce texte-là, j'expliquerai après pourquoi, sont visés également comme éléments de la nature les processus biologiques, les sols, la géodiversité, donc le patrimoine géologique, mais ceux-ci ne font pas partie du patrimoine commun de la nation, ils concourent à la constitution de ce patrimoine. Je vais revenir après sur ce point. Alors, donc on a une liste. Enfin, on a une liste, alors elle est plus ou moins complète. On sait qu'en 1876, elle était incomplète, puisqu'elle a doublé de volume en 2016. 40 ans plus tard, on a rajouté plein d'éléments. Ce qui montre donc que la description initiale de ce que pouvait être la nature n'était pas suffisante en tant que telle. Mais alors là, le constitutionnaliste est venu perturber un peu les choses. Il est venu perturber un peu les choses. Alors peut-être que vous avez pris connaissance de ces textes lorsqu'il y a eu leur discussion, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au terme des réflexions que ça pouvait engager. Souvenez-vous, puisque 3 fois de suite ça a été retoqué, souvenez-vous lorsqu'on a voulu prétendre inscrire la protection de l'environnement dans la Constitution. J'entends pas au niveau de la Charte constitutionnelle de l'environnement de 2005, puisqu'elle y est déjà au titre des préambules de la Constitution de 1458, mais au titre de l'article 1er de la Constitution, au titre de l'article 1er de la Constitution, donc, en fixant un principe selon lequel, je cite, je le mets au présent parce que c'est le texte, mais c'est un conditionnel puisqu'il n'a jamais été adopté, la France favorise la préservation de l'environnement, de la diversité biologique et de l'action contre les changements climatiques. Très intéressant, donc, c'est un gel constitutionnel, une reconnaissance constitutionnelle que vous avez une nécessité pour la nation d'agir dans ce cadre-là. Mais ce qui pose un problème, et ce que n'a pas eu tout le législateur, c'est qu'en voulant faire une dissociation des éléments diversité biologique, climat et environnement, on a complexifié l'approche de la nature par le droit. Pourquoi ? Parce que la Charte constitutionnelle de l'environnement de 2005 ne vise que l'environnement, et la Constitution, article 1er, elle viserait la diversité biologique, l'environnement et les changements climatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on aurait, sur le même mot « environnement » dans la Charte constitutionnelle, un sens différent de celui qui est utilisé dans la Constitution, parce que si dans la Constitution on distingue environnement, diversité biologique et climat, c'est que le mot environnement de la Charte de l'environnement ne comporte pas la diversité biologique et ne comporte pas non plus les changements climatiques. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant voulu resubdiviser, là où le mot environnement était assez commodant puisqu'il visait l'ensemble des éléments, là où on a voulu rediviser pour répondre tout simplement à la Convention nationale sur le climat, à partir de laquelle les parties prenantes s'étaient engagées, et le président de la République s'était engagé à l'arrêter dans l'article 1er, et bien en fait, on complexifie encore les choses, et ça rend plus difficile le travail du juriste pour essayer d'expliquer que l'environnement dont on parle dans la Charte constitutionnelle, c'est bien le même que celui de l'article 1er, mais qui inclut aussi la diversité biologique et les changements climatiques, alors même qu'ils sont distingués. Vous voyez ? Ce n'est pas évident du tout d'approcher sous cette forme-là. Donc, on a une approche qui est quand même assez surprenante du droit de cette nature, et par curiosité, on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a cette impensée finalement ? Pourquoi est-ce qu'on occulte la nature dans l'approche scientifique qu'on pourrait en avoir ? Pourquoi est-ce qu'on occulte une certaine partie de celle-ci ? En fait, j'ai essayé de rechercher les raisons qui font qu'on pourrait l'exclure comme tel. Alors, ça vaut ce que ça vaut comme recherche, on pourrait se livrer à l'exercice ensemble et trouver d'autres motifs, mais disons que je la réduis comme telle. Tout d'abord, pourquoi un impensé ? À mon avis, d'abord, c'est parce que la nature ou des éléments de la nature n'existent pas conceptuellement. Ils n'existent pas conceptuellement, ils n'existent pas encore. Ce n'est qu'à partir du moment où on les invente, je prends inventer au sens latin inventare, lorsqu'on les découvre, qu'ils existent. Et ce n'est que lorsqu'on les a découverts qu'on en prend conscience, et que dès lors qu'on en prend conscience, on peut les inscrire. Il a bien fallu attendre que les économistes nous inventent les ecosystem services, les services écosystémiques, pour qu'ils aient une réalité
matériels, et qu'ensuite le droit s'en empare pour leur faire dire des choses. Qu'est-ce que c'est en droit? À qui ça appartient? Est-ce que le propriétaire des abeilles peut, le cas échéant, se prévaloir du bénéfice de la pollinisation tirée par la société de ces abeilles et demander une rémunération? Le juriste s'intéresse à ça. Vous ne regarderez plus une abeille de la même façon. Mais tant qu'on n'a pas le service écosystémique, tant qu'on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas le mettre comme tel dans le texte. C'est pour ça qu'on a attendu 2016, pour ça. Deuxième cause qui fait que la nature n'est pas prise en compte dans sa globalité, c'est parce qu'il y a certains éléments qui n'existent pas. Il y a des phénomènes qui n'ont pas été révélés. Je reprends Édouard Martel, qui en 1902 va promouvoir la loi, enfin, lui, il est sur l'article 10, mais la fameuse loi sur l'hygiène de 1902, qui va aboutir à la protection des captages d'eau potable, qui vont devenir maintenant le L1321-2 du Code de la santé publique, lorsqu'il va interdire de jeter dans les gouffres et bétoirs les animaux et bêtes crevées pour éviter qu'il y ait une pollution des nappes phréatiques, c'est qu'il a fallu attendre que Pasteur invente le microbe et qu'on ait les observations ensuite de Martel pour voir qu'il y a des interrelations entre donc un phénomène physique, un phénomène naturel, pris en compte, révélé, et ensuite caractérisé en droit. Sans ça, il n'existe pas. J'ai fait une petite recherche, enfin petite, je m'étais penché sur le cas des Commentaries of the Law of England, les commentaires des lois anglaises de Blackstone, 1750, qui racontent quelque chose d'assez génial, mais le droit n'en a pas tenu compte parce qu'on ne savait pas. Lorsqu'il explique qu'à partir de la révolution industrielle, vous allez avoir le développement de hautes cheminées qui vont avoir de la suie et du plomb et qui vont se répandre sur les terrains, et les bêtes vont manger l'herbe, et ensuite, sans traduction anglaise, les bêtes crèvent. Moi, j'ai la traduction anglaise, les bêtes crèvent. On fait pas tout à fait le lien en tant que tel. On ne fait pas le lien entre les cheminées qui fuient, enfin qui répandent des matières. On ne fait pas le lien, ça arrange tout le monde de ne pas faire le lien. Enfin, ça arrange en tout cas les propriétaires, les usiniers. Parce que comme ça, on ne peut pas mettre en jeu leur responsabilité. Et en ne mettant pas en jeu leur responsabilité, on ne porte pas atteinte à ce qui va faire la richesse économique de la nation. Donc on va neutraliser, on va museler. On l'avait déjà pensé physiquement, puisque les physiciens à l'époque avaient bien compris le phénomène, mais juridiquement, on ne l'avait pas intégré pour justement éviter que le droit vienne limiter le développement économique en jouant sur un phénomène naturel. D'accord ? Mais à partir du moment où on se rend compte que ça peut créer de réels problèmes de santé publique, là, le droit va intervenir. Et on va traduire en droit le phénomène naturel du transport de polluants, chimiques, biologiques, etc., par l'eau ou par l'air, et on va créer un certain nombre d'instruments qui vont permettre de limiter l'atteinte, d'où la création des périmètres de protection des captages. Troisième, à mon avis, cause qui fait que la nature ou certains éléments de la nature ne sont pas pris en compte par le droit, c'est l'absence de promoteurs. Il n'y a personne pour les protéger. Ils ne font pas partie de la norme parce que la norme ne s'y intéresse pas, parce que personne ne s'y intéresse. Ou en tout cas, ceux qui s'y intéressent ne crient pas assez fort ou ne sont pas assez nombreux. Vous avez déjà jeté un œil sur la liste des espèces protégées, qui est très, 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 très longue. Vous avez plus de 80% d'espèces d'oiseaux. Insectes, une dizaine, à peine. Pourquoi ? Tout simplement parce que les premiers protecteurs de la nature ont été les ornithologues, qui ont occupé beaucoup de postes à beaucoup d'étages dans les différents ministères, ont promu leur petit animal et ont permis son inscription sur les listes. Voire même parfois en les bricolant un peu, parce que quand on ne peut pas bien distinguer deux espèces de l'aridés, donc les mouettes, etc., on les protège toutes pour être sûr comme ça, elles sont toutes protégées, même si elles ne sont pas réellement en danger. On triche un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Et en réalité, on se rend compte que ces éléments naturels-là ne figurent pas parce qu'il n'y a personne pour les défendre. Effectivement, je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé au Proteus sanguinus, le proté, ce petit animal, il est surtout en Roumanie, dans les milieux cavernicoles, il y en a très peu en France, il est protégé, mais il est tout seul. Alors les insectes, on n'en parle pas, il n'y a que les insectes jolis qui sont protégés, ceux qui sont très beaux dans les collections.
Je me souviens quand je suis au Conseil national de la protection de la nature, et la première espèce animale sur laquelle on a dû se prononcer pour un avis au ministre de l'Environnement, c'était alors il l'appelle, c'est une araignée placide. Je crois que c'est la tarentule placide, ou je ne sais plus quelle bestiole de Guadeloupe. Tout simplement parce qu'elle est tellement calme, tous les collectionneurs viennent la prendre, et puis elle est très bien dans des terrariums, et donc elle va disparaître parce qu'elle est trop calme, elle est trop placide. Mais on peut la capturer facilement, contrairement aux autres, veuves noires et autres, voilà. C'est son trop bon caractère qui a fait qu'elle est en voie de disparition, qu'on a dû la protéger. Mais avant qu'on ait cet élément-là et qu'il y ait des scientifiques qui alertent en disant « Eh oh, il faudrait peut-être penser à celle-ci, à la inscrire sur la liste », personne ne s'y intéresse. D'accord ? Et lorsqu'on regarde les listes d'espèces protégées, eh bien, on peut regarder le niveau d'intérêt que l'on a, non pas en fonction de la nature des espèces, mais en fonction de la nature des protecteurs de ces espèces. On a le même phénomène dans toutes les professions, et si je reste sur l'aspect naturel, lorsque vous avez une étude d'impact, vous n'aurez pas du tout sur le même terrain les mêmes résultats d'études d'impact, selon que ce soit un spécialiste des insectes qui réalise l'étude, selon que ce soit un spécialiste des mammifères, un spécialiste des batraciens, etc. Chacun s'intéresse à son objet, celui qui connaît le mieux, en définitive. C'est pour ça que les listes d'éléments naturels sont plus tout à fait les mêmes. Alors, parlons pas du patrimoine géologique. Lorsque j'ai commencé mes études en DEA de droit de l'environnement, j'ai commencé avec mon directeur de thèse à écrire un projet de loi sur la protection du patrimoine géologique. Il a fallu plus de 30 ans pour qu'on ait des textes totalement affirmés, maintenant, où on protège ce patrimoine. Donc tout ce qui est patrimoine minéralogique, paléontologique, spéléologique, etc., etc. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de promoteur. Il n'y avait pas de promoteur. À tel point que ça intéressait tellement peu que le jour où on avait une réunion avec le ministre du Tourisme sur la protection du patrimoine géologique, il nous avait envoyé un spécialiste de canoë-kayak. Non mais c'est sérieux, c'est pour vous dire qu'il y avait un certain désintérêt avant que l'on soit monté au créneau et que systématiquement, à chaque changement ministériel, et de ce qu'il y en a, ou de secrétariat d'État, on remonte au créneau pour dire « Eh oh, n'oubliez pas le patrimoine géologique ». Maintenant, on a des textes en tant que tels. Et puis, dernier élément que j'y vois, alors je ne parlerai pas de la sélection inconsciente qui fait qu'on sélectionne plutôt les animaux plutôt que tel autre dans la protection. Dernier élément que je vois sur les éléments qui ne figurent pas au titre de la nature, c'est surtout aussi parce que le sujet est politiquement sensible. Sujet politiquement sensible, je prends le sol qui n'est pas patrimoine commun de la nation, mais il participe à la constitution du patrimoine commun. C'est tout simplement parce que le sol, c'est l'élément occidental sur lequel on assoit toute propriété. 552 du Code civil, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous. Donc c'est l'élément fondateur. Si on s'amusait à dire que le sol est le patrimoine commun de la nation comme pour tout le reste, on aurait l'impression que l'État a nationalisé la propriété privée. Et donc on ne le met pas en tant que tel, parce que politiquement, ça serait extrêmement sensible en tant que tel. Finalement, on se rend compte que le droit devient dépendant des éléments et des phénomènes naturels. Et quoi qu'il en soit, je pense qu'on pourrait dire que c'est l'état de nature qui, en définitive, gouverne l'état de droit. Merci beaucoup.